Bonjour tout le monde. Petit t-shirt pas du tout mégalo. Comment tu s'appelles? Danil, Daniel, Danil, Danul, Danilo, Danila, Danichka, Danet, Danonimo. Alors, parmi tout ça, c'est lequel mon vrai prénom? Pas évident. On dit souvent qu'on choisit pas sa famille, et ben encore moins son prénom. Parce que souvent, c'est ces derniers qui s'en chargent. Et d'ailleurs, souvent, c'est toute une histoire. Demande juste à tes parents comment ils ont choisi ton prénom, tu vas comprendre. Alors, déjà, like, mais tu sais quoi, seulement si dans ton prénom, il y a une voyelle. Ah, je suis désolé pour tous les grbuts, les frrrt, les Toi d'ailleurs, ça donnerait quoi ton prénom sans les voyelles? Et dites-moi, est-ce que vous êtes prêts à voir les différences entre les prénoms français et russes? Alors, c'est parti. Hey! Le prénom français contre le prénom russe. La nomination en France. Alors déjà pour commencer, nous n'avons pas le même format de nomination en France et en Russie. Vous utilisez le nom de famille, prénom, deuxième prénom. Korshunov, Danil, Ivan. Et en Russie, on utilise le nom de famille, prénom, patronyme. Korshunov Danil Alexandrovich. Le système traditionnel de nomination en France est basé sur le calendrier grégorien. Et déjà tout de suite une question, est-ce que vous trouvez que c'est normal de mettre la responsabilité de tous vos prénoms à un mec qui s'appelle Grégoire? Je pense que c'est de là que ça devient les prénoms composés, hein. Il était là en mode, c'est quoi toi? Plus lui, plus elle? Bah ça fait Pierre-Marie Lucien. Et plus tous ceux qui le veulent, hein. Oui, pendant très longtemps en France, c'était une obligation de choisir le prénom du nouveau-né dans le calendrier grégorien, qui regroupe en gros tous les prénoms des saints et saintes catholiques les plus importants. C'est pas mal comme système, mais c'est vrai que ça limite un pays d'une 60aine de millions d'habitants à 365 prénoms. Enfin, 366, une année sur 4. Ah ouais, tous les 4 ans, t'as un perso caché qui se débloque le 29. Ouais, c'est la Sainte-Auguste. Ah ouais, là, t'attends le flop, il est pas terrible. Hein. Pourquoi une telle limitation? Ce serait pas un complot avec les fabricants de bols, ça? C'est bon, on vient de finir de fabriquer la commande. Donc, comme prévu, 366 types de bols. Comment ça, on a dit 365? Attends, mais je fais quoi, moi, de tout le stock de Auguste que j'ai sur les bras? Tu peux pas me les caler, je sais pas, moi, une année sur 4 au moins, un truc où... tu me mets dans la merde, là, tu sais, mais à la limite, je change en Me gusta et j'attaque le marché espagnol. Et encore, attendez, parce que pendant le Moyen-Âge, c'était obligatoire de donner le prénom du saint du jour de la naissance. Non, c'est la Sainte Gertrude, je m'en fous, j'accoucherai pas. On attend minuit. Et c'est seulement à partir de 1993 qu'en France, il n'y a plus aucune limitation dans le choix du prénom. Mais c'est vrai que traditionnellement, on pratique la transmission par l'appellation. Ça veut dire donner le prénom du parrain, de la marraine ou du grand-père-grand-mère à son enfant. Du recyclage de prénoms. Gontran, c'est directement poubelle jaune. Eh ouais, c'est aussi simple que ça, pas besoin d'aller chercher Mehdi à 14h, c'est emballé, c'est pesé, c'est nommé. Alors c'est vrai que ça rend un bel hommage à un membre de la famille, mais je comprends mieux d'où viennent les Robert de 5-6 ans. Ah, ça te met une pression en gosse. On dirait qu'il est en recherche de CDI depuis le bac à sable. Mais bon... Pour certains parents un peu trop imaginatifs, tu te dis, quelques règles, ce serait pas mal quand même. Parce qu'en France, on a laissé passer des prénoms quand même comme Bogos, Winner, Al Capone, Lola Poupoune et Merdive. Mais que fait la police? Non, pas Michel la police, non, la police des prénoms. Oui, parce qu'il y a un comité en France qui doit valider un prénom avant qu'il soit donné. J'imagine que vous avez déjà entendu parler du procès avec Mégane Renault, ou plus récemment avec Zoé Renault. Après, c'est Renault qui cherche aussi. Hein. Pourquoi vous donnez des prénoms de femmes à vos modèles de voitures? C'est super sexiste, hein? Je pense pas que Peugeot, ils se sont déjà tapés ce genre de problème. Alors, je voudrais porter plainte contre la société Peugeot, parce que j'ai appelé mon fils 405 Break, et depuis qu'ils ont sorti la voiture, bah tout le monde se moque de lui. En Russie. Donc, comme j'ai dit plus tôt, en Russie, on utilise le format nom de famille, prénom, patronyme, et donc attaquons avec le premier, avec les noms de famille russes. Les noms de famille. Un truc qu'on a du mal à comprendre à l'étranger, c'est pourquoi les noms de famille russes prennent un A pour les femmes. Moi, par exemple, mon nom de famille, c'est Korshunov, mais ma mère ou ma sœur, c'est Korshunova. Et dans certaines administrations françaises, on n'arrive même pas à prouver qu'on est de la même famille. Ah bah non, je vois pas, parce que Korshunova, donc c'est vous, Korshunov, c'est vous. C'est deux noms de famille complètement différents, je vois aucune similitude, qu'est-ce qui se passe? En plus, il ne ressemble pas du tout votre gosse, pourquoi il a des yeux bridés? En fait, ça vient de la structure de nos noms de famille. En fait, tous les noms de famille russes sont au génitif. Oui, je vois déjà tous les gens qui ont fait latin ou allemand se dire Ach nein, scheiße, impossibum Christus rosae. Je vais vous expliquer ça très facilement. C'est l'équivalent en fait de la particule de ou de la ou du en France, par exemple dans les noms de famille comme Dujardin ou de la Fontaine. On imagine qu'un jour leurs ancêtres ont bossé dans les jardins ou dans les fontaines, et donc ça vient de la fontaine. C'est ça le génitif, ça indique la provenance de ta lignée en
en fait. Et ben en Russie c'est pareil, les terminaisons ov ou in à la fin des noms de famille vont indiquer en fait une provenance, une appartenance. En fait, à la base ça servait à indiquer qui était ton père ou ton grand-père. Je vais prendre mon nom de famille comme exemple. Par exemple, moi dans ma famille, il y a très longtemps, quelqu'un devait avoir comme surnom Korshun, qui veut dire aigle du Caucase ou Milan. En fait, c'est un oiseau qui est un peu plus grand qu'un aigle, rien que ça. On donnait souvent ce surnom aux gens qui habitaient libres, en communion avec la nature. Et bah par exemple, Danil Korshunov-syn, ça veut dire Danil, fils du Milan. On enlève fils de, parce qu'on n'aime pas les fils de, et donc ça donne Danil Korshunov, Danil du Milan. Enfin, pas assez, hein. Ça c'est sûr. Et c'est pareil pour les terminaisons comme in ou yev, par exemple Pushkin, bah ça veut dire fils de canon. Ou Medvedev, ça veut dire fils de l'ours. Ou Poutine, ça veut dire fils de Pout. Non, attention, Pout, ça veut dire chemin en russe. Tu me mets pas dans la merde. Et inversement, bah Jean Dujardin, ça donnerait Jean Jardinov ou Jean Agarodov, si on traduit jardin. Vous voyez la mécanique ou quoi? Attention, test. Hakim Kuznetsov. Hakim, le fils du forgeron, exactement. Et c'est ça qui explique... Ah, quoi. Et c'est ça qui explique tout. Mais ça explique pas pourquoi je chiale d'un œil. Pour en revenir au A chez les femmes là. Oui, parce qu'en russe, au génétique, bah on accorde les noms du coup. Et grammaticalement, le A à la fin transforme le fils de en fille de. En fait, c'est cette lettre A qui fait office de en fait madame ou mademoiselle ou monsieur en son absence. Parce qu'on n'a pas d'appellation comme ça. On va faire quelques petits exemples avec des noms de famille russes féminins que vous connaissez bien. Kournikova, ça vient de Kuritsa, Kuriatnik, poule, poulailler, donc ça veut dire fille d'un mec qui tient un poulailler. Ça fait un peu moins classe, hein. Sharapova, fille de l'honneur. Oui, si je me trompe pas, ça vient du mot arabe sharaf. Et ça marche pareil en Ina, par exemple, Zenina, fille de Zeus. Mais vu que l'administration française est très stricte là-dessus, il y a des chances que ma femme n'ait pas de A dans son nom de famille. Alors déjà, la France, on a perdu un A, j'aimerais que ma femme puisse le garder, hein. Comment vous voulez que j'explique ça en Russie? Pour vous faire un équivalent en France, c'est comme si... ma femme s'appelait Maurice. Dans les commentaires, dis-moi, toi, ton nom de famille, il veut dire quelque chose ou pas? Le patronyme. Et le patronyme, bien sûr, dont j'ai déjà parlé plusieurs fois. Si autrefois, c'est les noms de famille qui servaient à désigner le prénom de ton père, maintenant, c'est la fonction du patronyme. Ah, c'est officiel et obligatoire. C'est le prénom du père avec la terminaison Ovitch pour les hommes et Ovna pour les femmes. Et donc, Alexandrovitch, dans mon cas, c'est une autre forme pour dire fils d'Alexandre. Ou Alexandrovna pour ma sœur. Et c'est une marque de respect quand on t'appelle par ton patronyme. Daniel Alexandre. Il y a certains mecs, on a carrément switché leur prénom, on les appelle que par le patronyme. Eh, Mikhailich, le prénom de ton père prend le devant sur ton prénom, c'est le respect du paternel. Luc. Ton vrai nom, c'est Luc Darkvadorovitch. Et j'aimerais bien que tu l'utilises. C'est bien beau tout ça, mais si dans l'histoire, ton père il t'a coupé une main par exemple, ou il s'est barré de la famille, ou juste il s'est jamais manifesté, tu sais, il vous a abandonné. Bah c'est dur de porter ça dans ton nom quand t'es enfant. Hey, salut Grishka, fils de Ivan qui s'est barré avec une petite jeunette et qui n'est pas prêt de te payer une pension alimentaire, hein. Ah la PS6 c'est pas pour demain. Ça va sinon? Et les mamans dans tout ça? On n'avait dit pas les mamans. Bah si. Et même si c'est rare en Russie, bah tu peux remplacer ton patronyme par ton matronyme pour rendre hommage à ta mère. Alors tu peux le faire en amont, mais il y a surtout beaucoup d'enfants qui le font plus tard. Danil Irinovitch. Ça sonne bien, non? Dans les commentaires, venez, essayez d'écrire votre patronyme ou matronyme. Donc si t'es un garçon, tu rajoutes Ovitch, si t'es une fille, Ovna, à la fin du prénom de tes parents. Par exemple, si ton père il s'appelle Michel, bah ça donnerait Michelovitch ou Michelovna. Allez, à vos claviers. Dis-moi comment tu t'appelles et je te dirai d'où tu viens. Dis-moi ton prénom et je te dirai qui t'es. Ah oui, en France, avec un prénom, on peut savoir d'où tu viens et tes origines. Gwendal, par exemple. Tu sens que c'est pas italien, hein. Et généralement, on a une culture de prénoms régionaux en France. Ah ouais, on est fiers de nos régions. Gaspard, par exemple, qui nous vient tout droit de la province. Province. Je sais pas, corrigez-moi, je sais jamais comment le dire. Un prénom d'hypersensible, ça. Ils sont un peu le romarin. C'est rare et biodégradable. Maël, qui puise ses origines en Bretagne. C'est gorgé de pluie et de bière. C'est l'oasis dans le désert. Bichente, hein, l'esprit lumineux qui nous vient du Pays Basque. Petit mais robuste, se recharge automatiquement avec le soleil. Alors que ça soit alsacien, breton, corse ou basque, ça te rattache à une origine, à un lieu. C'est un peu ton petit drapeau sur la plaque d'immatriculation. Sauf que là, c'est fondu dans le prénom, tu sais, c'est le meilleur moyen de porter ses valeurs sur soi. Alors, clairement, je préfère m'appeler Gwendal que de devoir porter un t-shirt I love Guingamp en permanence. Mais le problème, c'est que le prénom, c'est le truc le plus changeable du monde. C'est super facile de changer ou de donner un prénom français à son enfant
pour qu'il paraisse français tout simplement. Alors qu'en Russie, avec le nom de famille, il va faire le changement. Hein. Je vous rappelle juste que pendant longtemps, je me suis appelé Daniel pour m'intégrer. Et encore, Daniel, Danil, ça passe, c'est un peu l'équivalent. Mais il y a des gars qui sont complètement dans l'apeprisme. À Roubaix, il y a un mec de 37 ans qui galérait à trouver un job avec son vrai nom. En 2016, après des dizaines de CV envoyés sans retour au nom de Hassan Kobzaoui, vous avez fini par envoyer le même CV sous le nom de Sébastien Boulanger. Et vous avez reçu une réponse de l'employeur dans les 2 heures avec 4 propositions d'entretien. Exactement. Du coup, il est passé de Hassan Kobzaoui à Sébastien Boulanger. Oui, il a juste traduit quoi. Tu sais, Khobz, ça veut dire pain en arabe. Kobzaoui, donc oui, celui qui fabrique le pain. Donc ouais, Kobzaoui, ça veut dire boulanger. Je suis une boulangère. Et le Sébastien, je sais pas, il a dû improviser. Et d'ailleurs, vous savez que ça fait Sébastien si t'enlèves la barre de thé qu'il a dans les sourcils. J'en rigole, mais c'est grave de devoir en arriver là pour trouver un job. Tu sais, laissez tomber Pôle emploi, je te vois un calendrier grégorien. Et je me disais juste, ça doit être super vexant et démotivant pour les vrais Sébastien Boulanger, mais qui trouvent pas de taf. Quand est-ce que tu vas arrêter de glander et trouver un travail? Papa, je te dis, c'est pas de ma faute, c'est la crise en ce moment. Et j'ai envoyé plein de CV, y a personne qui me rappelle, c'est pas de ma Vous avez faute. fini par envoyer le même CV sous le nom de Sébastien Boulanger. Et vous avez reçu une réponse de l'employeur dans les 2 heures avec 4 propositions d'entretien. Ah ouais? Toi t'envoies des CV, Mais non, toi? mais c'est à cause de lui, ben, c'est bien. En Russie. En Russie, les prénoms sont donnés au pifomètre total. Alors c'est pas dis-moi ton prénom et je te dirai qui t'es, c'est plutôt dis-moi ton patronyme et je te dirai c'est qui ton père, ça c'est sûr, mais surtout dis-moi ton nom de famille et je te dirai d'où tu viens. Alors j'ai un super pouvoir. Je peux deviner la provenance de tous les gens de l'ex-URSS rien qu'avec le suffixe de leur nom de famille. Oui, ça sonne pas très comme un super pouvoir, on dirait plutôt une description dans Next. Et je vais partager ce super pouvoir avec vous. À la fin de cette vidéo, tu vas devenir un expert en étymologie de l'Europe de l'Est. Alors, je sais pas à quoi ça va te servir, mais tu vas le devenir. On commence avec les terminaisons en ov, yev et in. Donc comme je vous l'ai dit, c'est russe. Et souvent, si la terminaison c'est i-yev, bah ça va plutôt être quelqu'un du sud de la Russie ou du Caucase. Yandiev, Moussagaliev. Les noms de famille qui se terminent par ko, comme Yermalenko ou Shevchenko, ça vient plutôt de l'Ukraine. Les noms de famille qui se terminent par Dze ou Ili, comme Kikabidze ou Saakashvili, ça vient de Georgie. Tous les noms de famille qui se terminent par Yan, Aznavourian, Manoukian, Portoukalian, bah c'est l'Arménie. Les noms de famille qui se terminent par Ski, c'est plutôt polonais ou ukrainien. Et les noms de famille qui se terminent par Ich, attention, pas les patronymes, les noms de famille. Abrahamovich par exemple. Bah c'est souvent porté par les juifs russes ashkénazes. Après vraiment je vous fais les gros traits là, il y a plein d'exceptions en vérité. Et je suis sûr que vous les connaissez, donc dans les commentaires, dites-moi si vous connaissez d'autres terminaisons de noms de famille qui indiquent un pays de provenance. Il faut qu'on développe notre super pouvoir ensemble. Et je profite de cette occasion pour rappeler que les terminaisons des noms de famille en off n'existent pas. Smirnov, Davidov, Rachmaninov, Fakov. L'apparition de cette terminaison a plusieurs facteurs. C'est la mollesse et la révolution. Quand les bolcheviks ont pris le pouvoir en 1917 en Russie, plus d'1 million de nobles russes ont fui le pays. En même temps, je les comprends parce que le nouvel état soviétique les a persécutés à nationaliser tous leurs biens. Vous savez d'ailleurs que moi, mon arrière-grand-mère qui est toujours en vie, elle a connu ça. C'était pas une famille de nobles, mais c'était une famille de riches forgerons. Du coup, ils sont tout fait privatiser. Genre, leur maison, c'est devenu la mairie du village. Sauf que la famille de ma grand-mère, au lieu d'immigrer vers les jours heureux en Europe, bah, ils ont été envoyés au goulag. Si ça vous intéresse, je pourrais vous raconter cette histoire de ouf en demandant quelques précisions à mon arrière-grand-mère. Donc vous savez quoi faire dans les commentaires, vous commentez goulag. Ça va faire bizarre de lire les commentaires. Donc ces Russes blancs, comme on les appelle, sont partis en Europe ou aux États-Unis. Et vu que dans la phonétique russe, les consonnes molles à la fin des mots sont durcies, en fait, on écrit Smirnov, alors qu'en vérité on prononce Smirnov. Donc ces Russes nobles sont juste accommodés au style de translittération français. Et donc dans leur nouveau passeport, ils ont demandé d'orthographier ça au 2F pour que ce soit plus facilement à prononcer pour les Français. Ce qui est marrant, c'est qu'à la base, la marque Smirnov, créée par Pavel Smirnov, à la base ça s'écrivait avec un V. Mais les bolcheviks ont nationalisé leur usine de vodka, et lorsque le fils Vladimir Smirnov a quitté la Russie, il a établi une nouvelle fabrique en France avec un nom de famille orthographié Smirnov. Bah, que vous connaissez aujourd'hui. Par contre, la terminaison off, c'est super cramé quand tu rentres en Russie. Bonjour. Bonjour. Attendez. Smirnov. Vous êtes pas de la famille, là, qui a trahi notre patrie, qui s'est barré avec toutes ses économies? Non, 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 moi c'est Smirnov, avec 2 F, ça n'a rien à voir. Ah, donc c'est toi le créateur de la vodka qui m'a rendu malade comme un chien toute la nuit hier? Surnom dérivé des noms. En France. Allez, entre nous. Dis-moi, c'est quoi ton petit surnom? Parce que je sais qu'on a tous un petit surnom caché dans un coin qu'on assume moyennement.
pas. Et souvent, c'est dérivé de ton prénom. À la base, ça se fait entre amis, ça part d'une bonne intention, tu sais, c'est plus intime. Mais c'est pas fait pour défoncer mon prénom sans mon consentement non plus. Peu importe les efforts des parents pour choisir un beau prénom, il y a toujours un surnom qui va tout gâcher. Les surnoms qui viennent à partir de prénoms français, c'est dégueulasse. Il y a quelque part deux familles. C'est soit on ajoute un son chelou à la fin, genre Michel devient Michou, Pierre, Pierrot, Antoine devient Toinou, ou encore pire, on double ta première syllabe. Juju, Gégé, Titi, Mimi, Momo. Ça a été choisi par un enfant de 4 ans ou quoi? Le dernier mec qui m'appelait Dada, il fait dodo sans doudou décopé au DD. Quand je vais à la boulangerie, je vous demande pas une baba. Et pour les prénoms composés, j'ai l'impression que c'est encore pire. Tu sais, c'est un composé de problèmes. Et certains, ils retrouvent jamais leur prénom d'origine. Les pauvres. Une pensée pour tous les Jean-François qui ont fini leur jour en JF. Les Jean-Patrick qui sont devenus des petits JP. Et puis les Pierre Quentin qui deviennent... Ah ouais, aucun respect, je vous ai dit. Mais retenez bien ça, les parents. En voulant courir les deux prénoms, bah parfois on se retrouve avec aucun. Après, je comprends aussi que le compromis, bah, c'est la meilleure façon pour les parents de régler leur guéguerre de prénoms. Papa, pourquoi j'ai un prénom composé? En fait, c'est parce que ta mère voulait te donner le prénom de son père et moi du mien. Et pour faire plaisir aux deux, bah, on a mis les deux. Et pourquoi j'ai 8 prénoms alors? Bah, ça, c'est parce que tes grands-parents et tes arrière-grands-parents ont eu le même souci. En Russie. Et on arrive enfin à la partie que je voulais vous expliquer depuis longtemps. Vous me posez souvent ces questions-là autour des prénoms, genre pourquoi est-ce qu'en Russie on a plusieurs prénoms? Comment ça doit s'écrire? Dimitri ou Dmitri? C'est quoi la vraie version du prénom? Natacha ou Natalia? En fait, ça vient de la multitude de versions qu'il y a à chaque prénom. Ouais, c'est des sortes de surnoms ou diminutifs, mais qui sont parfois encore plus longs, et c'est venu quasi directement avec l'arrivée des prénoms chrétiens orthodoxes. Parce que les anciens Russes, ils étaient pas chrétiens, ils avaient juste pas l'habitude de prononcer ce genre de son. Donc très vite, ils se sont donné des surnoms ou des diminutifs pour l'usage courant. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui aussi. Parce qu'en Russie, on a tous un prénom officiel qu'on n'utilise quasi jamais, sauf pour les trucs officiels, quoi. Et on a surtout une multitude de dérivés de nos prénoms pour les usages quotidiens. Je vais vous donner quelques dérivés qui sont magnifiques, hein. Ils sont vraiment partis loin. Nikolai, ça devient Kalyan, Kalamba, Kola, Kalidze, Kaledjio, Kalekvium, College. Ivan, Vanya, Maria, Masha, Vladimir, Vova, Natalia, Natasha. Donc la vraie version, c'est Natalia. Les Alexandre, je crois que c'est les pires. Alors, ça devient Sacha, directement, déjà on sait pas pourquoi. Et après, ça part très loin. Ksenija, Sanchez, Santiago, San Diego, son of a bitch. Sergei, ça devient automatiquement Sierry, qui veut dire gris. Ouais, en Russie, la nuit comme le jour, tous les Sergei sont gris. Et Danil, ça devient Danil. Ouais, je perds un i dans l'histoire. Mais bon, ça peut être aussi Dania, Danichka, Danila, Danilachka, Danka, Danilich, Danyuk, Danulo. Oui, c'est plus simple à prononcer, mais... c'est pas un peu irrespectueux, non? Tu sais quoi? J'ai la flemme de prononcer ton prénom, donc je vais t'en trouver un autre. Et il continue de faire ça, même avec les prénoms européens. Parce qu'à chaque fois que je suis venu avec des amis français en Russie, mes potes russes trouvaient des prénoms équivalents à mes potes français. Тебя как звать? Maël. Misha. Тебя? Thomas. Tima. Pierre. Petya. Тебя? Sébastien Boulanger. Robzaoui. Et même le peu de prénoms français qui sont donnés en Russie, bah ils ont le droit à leur diminutif aussi, hein. Ils sont encore pires que vos surnoms, je crois. Édouard, ça devient Edik. Raphaël, ça devient Rafik. Et Léon, ça devient Lova. Henri, ça devient Genry. Oui, je sais pas pourquoi on aime bien transformer vos H en G. Victor Hugo, par exemple, c'est Victor Hugo. Ouais, Hugo. Julien, on en a carrément fait une salade, Julien. Donc finalement, un prénom qui va être bien pour la France, il peut être super galère pour s'intégrer dans un autre pays. Papa, je veux plus m'appeler Julien. Depuis qu'on a déménagé en Russie, on me traite de salade. Ah ouais? Et tu crois que mon père il a pensé à ça quand il m'a appelé César? Tout au long de cette vidéo, je vous ai demandé de commander des trucs, donc juste n'oublie pas que moi je suis là pendant 1 heure après la sortie de la vidéo pour lire et répondre à vos commentaires. Vous étiez super chaud sur le code IILA, j'ai bien compris, je vais préparer la vidéo sur mon immigration mon pote. Like et partage cette vidéo au maximum. Allez, je vous fais d'énormes bisous à tous sauf un. Désolé pour les personnes qui s'appellent 1, je parle pas de vous. Pas de vidéo lundi prochain parce que c'est 1 sur 2, mais on se retrouve quand même jeudi pour une prochaine vidéo qui va arriver très bientôt.